Et à tous. Alors, merci pour cette présentation. Je vais effectivement vous parler d'un cas d'étude qui, vous allez le voir, est un peu différent de ce que l'on a vu ce matin à travers le cas d'Arles, puisqu'on est sur un exemple de reconversion à vocation économique. Donc on quitte le monde de la culture pour retourner aux sources originelles de notre patrimoine industriel, à savoir l'industrie. Alors cet exemple se situe, alors s'appelle Technome. Technome Time Machine, c'est un autre projet, une espèce de machine à remonter le temps d'un ancien quartier industriel, mais qui est ce parc de Technome. Mais là, je vais vraiment vous parler de Technome, de ce parc et du processus de reconversion du site. Donc Technome est situé à Belfort. Alors Belfort, tout près à la zone des trois frontières, la France, Suisse et Allemagne, donc tout près de Bâle, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc près de Mulhouse, enfin quand je dis près de Bâle, après les notions d'échelle sont relatives, mais voilà, on est dans l'est de la France. Alors, là, vous avez un extrait du cadastre napoléonien. Donc, on est en 1825 et la ville de Belfort se situe ici. On a ce polygone-là, la citadelle historique de Belfort. Et Technome va s'implanter ici à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez qu'on est dans un secteur complètement rural. On est là, la section dite des fours à chaux. On a un axe routier ici principal qui va... alors à cette époque-là, on n'avait pas encore le chemin de fer, mais je vous montre cet axe puisque le réseau ferré, enfin la ligne de chemin de fer va se situer à peu près sur le même alignement et va constituer une frontière physique entre Belfort et notamment, bon, là on a le centre historique, mais avec l'urbanisation bien entendu, Belfort va s'étendre. Et on a notre chemin de fer et de l'autre côté, on a toute la partie là que va occuper aujourd'hui Technome. Alors Technome, qu'est-ce que c'est ? Technome, c'est donc un parc d'activités économiques urbains qui est né au tout début du XXIe siècle de la fusion de deux anciennes entreprises mulhousiennes qui se sont installées à Belfort dans un contexte géopolitique particulier qui est celui de la guerre franco-prussienne de 1870, au cours de laquelle la France a perdu une partie de l'Alsace et de la Lorraine. Et Mulhouse, donc au XVIIIe, XIXe siècle, était une ville industrielle extrêmement importante, spécialisée notamment dans les secteurs du textile et de la construction mécanique. Et dans ce contexte de guerre, un certain nombre d'industriels mulhousiens ont installé des succursales à Belfort. Alors Belfort qui originellement faisait partie de l'Alsace, mais a vaincu, enfin en tous les cas, ne s'est pas laissé envahir par les Prussiens, et donc on avait cette petite enclave qui est restée, elle, française. Et donc les industriels, un certain nombre d'industriels mulhousiens sont venus implanter des succursales d'autres usines sur cette partie française, donc à Belfort, de manière à conserver le marché français. Alors, c'est le cas de deux grands noms
industriels aujourd'hui, enfin que vous connaissez. Alors, on a le premier, c'est la filature Dollfus, Mig et compagnie. Alors, Mig et compagnie, enfin Dollfus, Mig et compagnie, c'est une enseigne internationalement connue pour les gens qui font un peu de couture ou spécialistes de broderie, avec le logo avec la petite tête de cheval que l'on retrouve en Chine et voilà, et un peu partout. Donc cette filature dont la maison mère est toujours installée à Mulhouse, donc elle s'est installée dans ce contexte-là à Belfort. Et puis on a une deuxième entreprise internationale que vous connaissez tous, mais sous le nom d'Alstom, qui originellement est la Société alsacienne de construction mécanique, donc spécialisée dans la fabrication des locomotives à vapeur au départ, mais également dans la construction de matériel textile, hein, puisque Mulhouse, comme je vous l'ai dit, avait une industrie textile extrêmement très présente sur le territoire, et les acteurs de construction mécanique se sont aussi spécialisés dans ce matériel, puisque forcément ils avaient des débouchés directement sur place. Donc ces deux grandes entreprises d'origine mulhousienne sont venues s'installer à Belfort à la fin du XIXe siècle. D'autres également ont suivi, notamment, alors là vous avez une carte postale ancienne de ce territoire que je vous ai montré tout à l'heure sur le cadastre de napoléonien, qui était complètement vierge, hein, la zone dite des fours à chaux. On a ici la partie de la SACM, donc là on est au début du XXe siècle, mais on avait également une autre filature ici qui était la filature Dollfus, alors de la famille, même famille que l'autre Dollfus, mais la filature Dollfus, Mig et compagnie que j'évoquais au départ est située sur le côté ici. Alors, la carte postale ne le montre pas. On a une autre filature là que Klein, et le site de la SACM va absorber ce bâtiment initial qui est une filature. Hein. On va voir ça tout à l'heure. Celle-ci aujourd'hui n'existe plus. Là, on a un terrain de foot. Donc, on a la partie SACM ici et la partie filature Dollfus, Mig et compagnie ici. Là, vous avez cette gravure qui date du tout début du XXe siècle, qui nous montre le site de la SACM, avec les ateliers ici de fabrication, de construction des locomotives à vapeur qui sont toujours en place. C'est la partie transport, Alstom Transport, qui est ici et qui fabrique les motrices TGV. Donc voilà l'origine d'implantation de Tecnome avec ces deux entreprises-là. La filature a cessé son activité en 1959. Elle a été remplacée, enfin, les bâtiments ont été réutilisés par une entreprise informatique, Bull, qui elle-même a fermé ses portes en 1960. De son côté, la SACM est devenue Alstom avec un H en 1928. Et bon, Alstom a perdu son H lors de changement de raison sociale en 98. Donc voilà. Donc là, on va dire que ici, là, la partie SACM, on a un prolongement de l'activité industrielle avec ses vicissitudes, mais voilà, il y a une continuité industrielle. Côté filature, en revanche, il y a eu des ruptures avec la fermeture en 59, un changement d'activité qui reste une activité industrielle, donc en 60 avec Bull, et puis une fermeture en 92. Là, vous avez une vue, une superbe, j'aime beaucoup cette image, une superbe vue de la filature DMC.
Et derrière, on a le site de la SACM avec le terrain, la zone des Trois Chênes ici qui fait la transition entre les deux sites où on avait notre petite filature Dollfus qui a été détruite. Donc cette partie-là, on a alors l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui Tecnum, c'est une très grande surface hein, puisqu'on est sur de l'ordre de plus de 100 hectares. Avec, originellement, vous avez des alignements d'arbres, comme sur le site de Mulhouse, au niveau de la maison mère. Et une partie de mon université, de l'UTBM, est située, alors le campus est dans trois, on en a un à Belfort, un à Montbéliard et un autre à mi-chemin, dans une commune à mi-chemin entre Belfort et Montbéliard qui s'appelle Sévenant. Là, on est à Belfort. Et une partie du campus se situe dans ce bâtiment-là, qui est un ancien atelier de retordage de la filature, là où on tordait le fil. Alors, la situation aujourd'hui a bien changé. Là, on a des parkings pour le personnel, les étudiants, mais là, on a vraiment la filature dans son jus dans les années 1930 à peu près. Avec la salle des machines, on a l'atelier, le process s'organisait comme ceci vers le chemin de fer qui longe ici le site. Donc filature, on a des ateliers de blanchiment, de teinturerie, la salle des machines, l'atelier de retordage, le premier 1880, une extension 1928, atelier de finissage et la partie administrative. Donc une Tecnum, alors là on voit très bien, on retrouve nos ateliers, filature, salle des machines, l'extension de 1928, finissage. Donc on a nos dispositions en lanière ici, nos différents ateliers. Celui-ci en L, c'est une construction de l'époque de Bulle, hein, qui ne faisait pas partie du site originel. Et à l'arrière, on a le site Alstom, vous voyez, qui embrasse une grande surface. On a un étang là qui a été mis en place pour les services, l'activité industrielle. Donc Tecnum, aujourd'hui, c'est une zone d'aménagement concertée de plus de 100 hectares en plein tissu urbain qui repose finalement depuis la fin du 19e siècle sur les pôles énergie et transport. La gouvernance du site est portée par une société d'économie mixte qui s'appelait la SEMPAT, qui a changé de nom en 2015, qui s'appelle Tandem, et qui porte une politique à la fois de préservation patrimoniale et en même temps de développement technologique, donc se met à la disposition des entreprises en place pour essayer de respecter, de trouver un équilibre entre qu'est-ce qu'on préserve dans un contexte industriel, dans un contexte donc de développement économique et qui nécessite, on parlait tout à l'heure, Maria évoquait la notion le fait de faire de la culture dans un site. C'est vrai qu'on fige après le site. Lors de mes travaux d'HDR, justement, j'ai montré cette notion de patrimoine en mouvement, hein, ce patrimoine industriel qui est un patrimoine en mouvement qui est conçu dès l'origine pour évoluer, parce que l'industrie, elle évolue. Et bien là, ce process de patrimonialisation poursuit cette mise en mouvement de ces lieux, mais c'est pas comme une église hein, qui a été conçue voilà, pour rester une église. Le patrimoine industriel, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Alors, à la fermeture de Bulle en 92, on se retrouve avec tout ce site-là qui va devenir, si on ne fait rien, une friche industrielle aux portes
de cet espace-là occupé par Alstom, qui fait la renommée de tout ce territoire au plan local, mais au-delà, régional et national et international. Donc pour les collectivités, il était hors de question de voir laisser installer une friche industrielle qui aurait été forcément nuisible en termes d'image pour ce territoire-là. Ça, c'était une raison, mais la raison première, c'était quoi? C'était de maintenir en place les emplois. On avait 1000 emplois ici chez Bull. Donc, la SEMPAT, qui avait été créée quelques années auparavant, en 1988, a pris la décision de racheter l'ensemble des bâtiments, de créer un technopôle et de mettre ces bâtiments en location au service d'industriels, secteurs secondaires et tertiaires, qui viendraient susceptibles de s'installer ici. Et parmi eux, on avait des anciens de Bull, donc le secteur informatique qui s'est installé là, et également des sous-traitants d'Alstom. Alors, premier objectif, comme je le disais, sur l'ensemble du site, on avait 7000 emplois avec la partie Alstom. C'était vraiment d'assurer le maintien et le développement des entreprises présentes sur le site, avec quelques opérations emblématiques. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais il y a eu un dialogue fort qui s'est instauré entre les collectivités locales, les industriels, l'État. Alors, à l'époque, c'était Jean-Pierre Chevènement qui était sur ce territoire-là. La première ministre était Édith Cresson. Bon, il y a eu vraiment un dialogue très important. L'État a fait venir ici France Télécom, qui a occupé 400 emplois sur le site. Enfin, voilà, un important travail de dialogue. Secteur secondaire et tertiaire, la volonté de développer une offre de services aux salariés pour rendre ce site agréable à vivre, avec la mise à disposition d'une crèche d'entreprise, de nouveaux petits commerces, restauration, pôle de remise en forme. Et le deuxième objectif, c'était d'encourager le développement de l'emploi tertiaire et l'accueil de nouveaux investisseurs, ce qui s'est fait avec la mise en place d'un hôtel d'entreprise, de centres d'affaires, etc. Donc, ce qui fait qu'on est passé, depuis la fin du XIXe siècle, d'une organisation bipolaire, d'abord représentée par le binôme DMCS-ACM, puis Bull-Alstom, à une organisation multipolaire avec un certain nombre d'entreprises, bon, toujours dans ce secteur de la construction mécanique, de l'informatique, de l'énergie, mais une espèce de balkanisation des lieux avec plusieurs structures. Alors, voilà la politique de rachat menée par la SEMPAT avec après 92, le rachat de l'ensemble du site de la filature et de Bull, qui a donné naissance au Technopôle. Et puis, lors des difficultés rencontrées par Alstom en 2005-2009, la SEMPAT a racheté également des locaux à Alstom, qui l'a mis aussi en location, et notamment auprès du deuxième géant qui est General Electric, qui est également sur Technome, qui a racheté en 1999 la branche des turbines à gaz d'Alstom, puis en 2014 l'ensemble de la partie énergie d'Alstom, de telle manière qu'on n'a plus que Alstom Transport sur ce site-là. Cette politique, elle vise, alors qui se concentre sur le rachat de l'immobilier, l'idée c'est de libérer
les acteurs industriels de cette contrainte, de cette pression financière propre au foncier, de manière à ce qu'ils puissent pleinement investir dans leurs outils de production. Alors là, vous avez cette vue-là, elle est intéressante parce qu'on voit l'emprise de Tecnome dans le tissu urbain de Belfort. On retrouve là, si vous vous souvenez, le cadastre napoléonien, le Belfort historique, on retrouve le polygone de la citadelle, la ligne de chemin de fer qui crée cette frontière physique entre la ville et puis, bon, une continuité, mais malgré tout, on a cette frontière physique qui existe avec, ici, on voit avec cette trame orthogonale des anciennes cités ouvrières de Tecnome, puisque là, on est vraiment dans le périmètre de production à proprement parler, mais il y a une relation très étroite entre l'industrie, la ville, la mise en place de différentes infrastructures sociales. Et sur le plan, ici, en orange, on a quelques opérations emblématiques, parce que ce que j'ai oublié de préciser, mais qui était indiqué sur le PowerPoint, c'est que c'est le cabinet Reichen et Robert et associés qui a été chargé du développement du plan d'urbanisme de cette opération de Tecnome. Et la première... Alors, ils ont réalisé plusieurs schémas directeurs, d'abord pour le Technopole Belfort et ensuite pour Tecnome au début du XXIe siècle. Et la première vraiment grande opération architecturale menée par Reichen et Robert, c'est le bâtiment 7, là, l'atelier de filature à proprement parler, qui a été restauré par un des associés qui s'appelle Marc Warnery. Et c'est... à partir de ce moment-là, en 2003, lors de cette transformation, que les collectivités ont pris conscience de la valeur patrimoniale du site, avec ce geste architectural que je vais vous montrer tout à l'heure. Hein, leur préoccupation première, je l'ai dit, c'était l'emploi, préserver l'emploi. Il n'y avait pas cette... volonté véritablement de préserver le patrimoine bâti pour ce qu'il représentait au départ. Alors, bon, là, c'est un extrait du plan directeur mené par Marc Warnery. Alors, on retrouve nos deux sites, la filature et la SACM là-haut. L'intervention, elle s'est faite au plan architectural, mais bien entendu également au plan urbanistique, avec un mot d'ordre, c'était l'ouverture vers la ville, la création de différents axes, dont un axe ici routier qui n'existait pas au départ, hein, qui a été aménagé dans le prolongement de cette rue-là. Et à partir de cet axe, de cette avenue, on a créé des circulations transversales de façon à irriguer l'ensemble du site. Donc on a cette colonne vertébrale et puis des axes transversaux pour irriguer l'ensemble du site. Donc là, c'est une autre vue avec cette emprise d'une centaine d'hectares. Donc c'est vrai que c'est une opération un peu originale en France en termes à la fois de superficie couverte, d'être en plein milieu urbain et d'être dans une reconversion, réhabilitation à vocation exclusivement économique et recherche et développement également côté privé et côté public. Bon, aménagement des espaces publics, puisque le site est complètement ouvert vers la ville. Donc, c'est la SEMPAD qui va prendre en charge tous ces travaux. Les industriels sur place ne se concentrent que sur leur outil de production. Les bâtiments sont tellement longs, plusieurs centaines de mètres, que le choix de Marc Warnery, ça a été aussi de créer des traverses dans les bâtiments, de façon à ne pas faire tout le tour. Donc c'est le cas ici de ce passage que l'on retrouve
ici avec une galerie. Là, c'est la partie la plus ancienne, c'est le premier atelier de retordage en 1880, une charpente métallique due à l'un des concurrents d'Eiffel, qui est Armand Moisan. Concernant les axes de circulation que j'évoquais tout à l'heure, on a des modes doux, donc dédiés au vélo, aux piétons, puis on a des axes dédiés aux voitures, aux camions, compte tenu de la vocation du site. Prolongement des lignes de bus également pour desservir ces lieux. Donc un environnement où on a utilisé également l'étang à vocation initiale industrielle pour en faire des espaces d'aménité en préservant aussi tous les éléments de verdure. Donc bon, voilà quelques vues. Une mise en regard entre un document, une ancienne peinture qui montre la filature lorsqu'elle fonctionnait, et la situation actuelle où on reconnaît parfaitement bien les bâtiments qui sont préservés. Alors voilà, j'évoquais tout à l'heure le premier geste architectural, c'est la reconversion de la filature. Dollfus, Mig et compagnie, celle qui est près de cette avenue des Sciences et de l'Industrie, avec une extension du bâtiment par l'aménagement de 3000 m² là, de bureaux avec différents types de verre, une résille métallique et ce auvent qui donne la nouvelle vocation tertiaire de cette transformation qui va accueillir le siège européen de General Electric donc au tout début du XXIe siècle. Donc on est sur le vocabulaire habituel de Reichen et Robert, à savoir que on a un dialogue qui se fait entre l'ancien et le contemporain par une complémentarité entre les matériaux anciens et plus modernes, avec le verre qui joue de la transparence également. Donc ça, c'est une autre vue. Donc on a une architecture tout à fait qualitative. Ça, on est sur... donc précédemment, c'était la filature. Là, on est sur l'autre site, la partie SACM, la partie Alstom. Ça, ce sont des photos de cet été, donc elles sont toutes récentes. On a, bien sûr, c'est un site en fonctionnement, donc on a... une plaque tournante toujours présente ici et des ateliers qui sont complètement fonctionnels, mais dont on voit l'ancienneté à travers l'architecture. Parmi ces ateliers anciens, on a celui-ci qui est un ancien atelier d'usinage des dynamos de la SACM, qui a été transformé pour accueillir le pôle recherche et développement de General Electric et dont l'arrière a été, vous voyez, restauré à l'identique. Et sur le devant, on a cette façade complètement contemporaine, un peu orange. En revanche, à l'intérieur, on a préservé toutes les structures métalliques anciennes et puis on a ce dialogue ancien, contemporain, à travers les couleurs et les matériaux. Donc là, une mise en regard entre une vue intérieure de l'ancien atelier, enfin, au moment de son fonctionnement, et la situation actuelle. Donc avec un cadre de travail et de vie extrêmement intéressant. Et même les dirigeants de General Electric, alors bien sûr, ce n'est pas l'argument premier, mais il est régulier qu'ils mettent en avant, enfin qu'ils mettaient, puisque maintenant c'est plus compliqué avec General Electric, hein, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité française, mais en tous les cas, était mis en avant la valeur historique et ce cadre architectural qualitatif des lieux dans le recrutement des cadres. Ça, ce sont des vues des différents ateliers sur Alstom, avec justement la partie Alstom Transport, hein, dans ces halles
qui sont très anciennes, dans lesquelles qui ont vu la construction de locomotives à vapeur et qui aujourd'hui voient la construction des motrices TGV. Donc voilà pour Tecnome. Alors, s'il me reste un petit peu de temps, je vais évoquer largement. Je vais évoquer un exemple, enfin, en tous les cas, qui a été inspiré de Tecnome, parce que Tecnome est considéré dans ce Nord-Franche-Comté, peut-être au-delà, comme une véritable réussite. Réussite qui, en termes de préservation architecturale, bon, il y a une certaine cohérence qui a été maintenue, mais compte tenu du maintien peut-être de cette activité, bien que autant sur la filature, on a conservé le site comme dans sa situation lors de sa fermeture dans les années 60. Côté Alstom, la poursuite de l'activité industrielle fait qu'il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été certains détruits, d'autres remaniés, etc. Ceci étant, je vous en ai montré quelques exemples, on en garde quand même des traces originelles très importantes. Donc une réussite puisqu'on a une tension, un espèce d'équilibre qui existe entre la préservation d'un patrimoine grâce aux collectivités qui jouent un peu le rôle de garde-fou et un développement industriel qui se maintient. Donc face à cela, à une quinzaine de kilomètres au sud de Belfort, existe un village qui s'appelle Grand-Villard, qui est cette commune, qui est une petite commune. Là, on est sur un changement d'échelle. Tout à l'heure, on était sur du 100 hectares milieu urbain. Là, on est à la campagne. Grand-Villard compte 3000 habitants, donc vous voyez que c'est une petite structure, mais une petite commune, mais en même temps qui s'est saisi d'un chantier et qui a réalisé une très belle opération aussi de reconversion et réhabilitation du patrimoine industriel sur un site métallurgique très très ancien, puisque ses origines remontent à 1674. Donc on a plusieurs siècles d'activité industrielle restée dans le même secteur, la métallurgie, et aux mains de la même famille. Alors par alliance, mais on a quand même cette famille-là, ce qu'on appelle en France les Hénochiens, c'est-à-dire des familles d'industriels qui ont au moins 3 siècles d'activité. Enfin, en tous les cas, eux ont 3 siècles, je crois que c'est 1 siècle pour les Hénochiens. Donc, se pose la question, voilà, les collectivités se sont inspirées de Tecnome pour réaliser une opération un peu similaire sur les forges de Grand-Villard qui étaient confrontées, du fait de leur histoire, à une problématique qui est fréquemment rencontrée sur ces sites industriels, à savoir que au fur et à mesure de ces siècles d'activité industrielle, le process a dû s'adapter à l'enveloppe bâtie. Or, pour un bon fonctionnement industriel, ça devrait être l'inverse. Donc là, c'est vraiment la trame bâtie qui s'est imposée au process industriel de telle manière que, à la fin, enfin au début du XXIe siècle, dans les années 2000, l'entreprise était en difficulté car incapable de développer son activité au risque de revoir une réorganisation complète de ces ateliers et donc un gouffre financier. En tous les cas, ils ne pouvaient pas se permettre cela. Donc c'était soit cette perspective-là qui finalement signale un peu la fin de l'activité à venir de l'entreprise, soit une délocalisation. Mais compte tenu de l'ancrage historique très ancien de ces familles sur le site, ils n'avaient aucune envie de partir ailleurs. Il y a un vrai attachement au territoire de la part de ces industriels, d'où le recours et
ces dialogues, ces échanges qui se sont faits pendant plusieurs années avec les collectivités pour essayer de trouver une solution. Et la solution, ça a été la constitution, là aussi, d'une société d'économie mixte, comme l'avait fait la SEMPAT. Là, c'est la Société d'économie mixte du Sud Territoire, qui a racheté l'ensemble du bâti à ces industriels implantés là depuis plus de 3 siècles, pour les libérer de ce poids financier et qui sont devenus locataires de leurs propres ateliers, mais en revanche qui ont pu, eux, investir, se concentrer uniquement sur leur outil de production, les collectivités ayant pris en charge tout le réaménagement architectural et urbanistique, enfin en tous les cas paysager, environnant du site. Alors, c'est ce que je vous ai indiqué, donc un site fondé en 1674 qui a toujours, depuis cette époque-là, misé sur des secteurs de niche, alors en restant dans le domaine de la métallurgie, mais on a d'abord eu une activité de forge, puis une activité de tréfilerie, puis visserie, boulonnerie, et aujourd'hui, ce sont 2 entreprises qui sont spécialisées dans le traitement de la matière, le traitement chimique et thermique du métal qui est destiné à alimenter les usines installées un peu partout dans le monde, qui sont spécialisées dans 3 secteurs. On a l'Easy Automotive qui est justement à Granville, dont le métal traité à Grand-Villard sert cette branche dans le secteur de l'automobile. Sinon, on a l'Easy Aérospace et l'Easy Médical pour la fabrication de prothèses. Donc là, on est sur du traitement de ce métal pour la partie automobile. C'est aussi Reichen et Robert qui sont intervenus sur le premier atelier, en tous les cas. Et l'aménagement a porté à la fois sur le bâti et sur l'environnement. Là, vous avez un petit bief qui était recouvert au début du XXe siècle et sur toute la première moitié. Enfin, oui, il a été recouvert au début du XXe siècle et courant XXe. Et au moment de la requalification du site, on a enlevé cette plaque de béton qui recouvrait le canal de façon à intervenir sur l'environnement. Et ce canal, on a une petite vanne ici qui subsiste. Ce canal alimentait par le dessous, par des canaux souterrains, les ateliers. Donc là, on a un atelier de forge, un ancien atelier de forge qui accueille aujourd'hui au rez-de-chaussée la partie R&D. Au premier étage, on a deux niveaux supérieurs, on a les bureaux administratifs. Donc sur ce site, on a une nouvelle organisation du travail avec la présence de la production, la présence de la R&D et la présence du siège social qui a été rapatrié ici. Bon, ça, c'était des vues des architectes pour présenter le projet. 4 axes ont été étudiés dans le cadre de cette requalification qui s'est développée à partir de 2011. Alors là, le site représente 3 hectares. On a un axe de valorisation du patrimoine par l'économie avec la préservation à l'identique des ateliers signalés en jaune. Il y a eu pas mal de destruction puisque comme ce site, au fil de son histoire, s'est greffé d'appentis, d'ateliers accolés les uns sur les autres
il n'y avait plus aucune lecture historique ni cohérence. Les anciens ateliers étaient masqués, donc le choix architectural a été d'enlever ces espèces de... Alors, pour certaines qui étaient effectivement complètement des verrues, des hangars, etc. Donc, tout cela a été dégagé. Donc, valorisation du patrimoine par l'économie, amélioration des infrastructures, puisque la circulation des camions était rendue, il y avait des goulots d'étranglement qui empêchaient les camions de circuler correctement. Valorisation des espaces environnementaux et des déplacements doux. Et puis les 2 projets industriels, donc l'ISI, que j'évoquais tout à l'heure, et l'autre entreprise qui est Selectar, qui, elle, a misé plutôt sur la construction neuve, qui travaille dans le domaine de la soudure. Donc, alors, on a cette photo-là, l'atelier-là n'était pas encore restauré. Il abrite aujourd'hui l'université, enfin, ils appellent ça, oui, c'est leur université, c'est un centre de formation. Donc, tout a été rapatrié à Grand-Villars, c'est-à-dire qu'on a les Parisiens qui viennent. Alors, cette opération-là aussi a profité de l'ensemble des infrastructures, hein, comme Technome, avec la mise en place de la LGV, du TGV qui dessert le site. Donc, on est à 2h30 à peu près. Donc, les Parisiens viennent régulièrement sur ce site historique pour se former, alors il y a quelques années, tout se passait à Paris. Donc, il y a un retour aux sources sur ce site-là. Et vous avez quelques vues, il y a des clins d'œil quand même à l'activité ancienne. Donc là, on est au premier étage de ce bâtiment-là, et vous voyez qu'on a préservé les petits rails à l'intérieur qui servaient au transport des wagonnets, des pièces. Et d'ailleurs, on a un wagonnet là qui a été peint sur le mur, en préservation des poteaux en fonte. On a des structures, des voûtins en briques, et puis une très belle charpente Polonceau ici qui a été préservée. Et voilà le nouveau siège et l'université d'été du groupe LISI. Vous voyez, on a des petites plaques tournantes aussi. Donc, la solution architecturale, ça a été de recouvrir de plaques de verre et de montrer ces éléments-là, de mettre à jour ces éléments-là. Donc, l'intérieur est vraiment très bien aménagé. Là aussi, on a un cadre de travail extrêmement agréable, hein, pour les salariés qui travaillent sur place. Sachant que le lieu est aussi... Alors, c'est à la fois un lieu industriel, mais en même temps complètement ouvert, avec un espace public. On a la rivière à proximité, et là aussi des axes de mobilité douce qui vont jusqu'en Suisse, qui permettent de passer près de cette usine. Donc, pour prendre un petit peu de hauteur sur ces 2 opérations-là, on se rend compte que même si on est dans une logique sur un patrimoine historique, un patrimoine industriel, ça reste des opérations qui sont porteuses de sens économique, tout en étant respectueuses de la valeur de ces espaces, des porteuses de sens bien sûr patrimoniales, territoriales aussi, puisque que ce soit les collectivités, les industriels, le projet collectif, y compris avec les syndicats, où parfois on peut avoir des rapports de tension assez importants, il y a quand même un objectif commun qui est de faire vivre le territoire. Alors bien sûr, lors des moments de crise, de bulle, il y avait de la cristallisation du côté des syndicats qui, eux, voulaient préserver l'emploi. Les élus et les industriels... il y a la question des salaires qui rentre en compte. Il y a un certain nombre de paramètres, mais en tous les cas, l'objectif partagé, c'est le développement économique de ce territoire.
Donc on a une double stratégie, à la fois une production à forte valeur ajoutée. Sur Grand Villard, on est toujours resté sur des secteurs de niche, une capacité à savoir se renouveler dans les moments de crise. Et sur site, on a des fonctions combinées de production, de recherche et développement et la présence du siège social. Alors tout cela, ça va aussi à cette époque-là dans la stratégie de Lisbonne. Ça va aussi dans le sens, donc à l'échelle européenne, de vouloir miser sur l'économie de la connaissance, avec toute la partie développement de la partie R&D. Ça va aussi dans les années 2000-2010 avec les états généraux d'industrie, qui est de soutenir les petites et moyennes entreprises. Donc ces opérations-là ont profité aussi de ce contexte particulier, mais d'une mobilisation extrêmement importante des différents acteurs. Donc ce sont des modèles de requalification où on le voit bien, la participation à la mondialisation, puisqu'on est sur un registre quand même des entreprises qui ont une envergure internationale, où cette participation à la globalisation ne se fait pas au dépouillement du territoire, puisque Grand Villard, on était vraiment, la situation était très critique et c'était soit fermeture, soit délocalisation. Donc on a réussi à trouver une voie qui a permis non seulement de rester sur place, mais en même temps par une meilleure rationalisation des ateliers, à la fois d'accroître la production tout en réduisant les surfaces de production. On a quand même une augmentation de 50% de la production. On est passé du traitement de 45 000 tonnes par an de métal à 75 000. Et également de faire venir, de gonfler un peu les salariés en réunissant la R&D, la production et puis la partie administrative, siège social. Et on est sur des opérations que j'appelle hybrides, à la fois de valorisation patrimoniale et de développement industriel. Donc, en conclusion, je dirais qu'on est dans un contexte, alors ce contexte de la transition énergétique, écologique, où on a des préoccupations environnementales fortes et j'espère en tous les cas que c'est un contexte propice pour le réemploi du bâti existant et le fait de porter un intérêt supérieur à ce type d'espace. Donc, après avoir été très longtemps considéré comme un fardeau pour les collectivités, ces friches industrielles peuvent être, dans ce contexte-là, considérées plutôt comme une force pour les territoires, parce qu'on se rend compte à travers ces deux exemples-là que ce patrimoine industriel peut être un outil de développement économique, un outil urbanistique. Alors tout cela repose sur un acte politique fort, ça doit être porté par des hommes, parce qu'on a des configurations, on peut avoir des sites qui ont un potentiel, mais dès lors qu'il n'est pas porté par une volonté politique, les choses sont beaucoup moins aisées à mener. Alors, je n'ai pas passé en revue tous les sites industriels sur lesquels j'ai travaillé, mais bon, ce matin a été évoqué Lille. Je crois que vous êtes allé sur Euratechnologie aussi. Il y a le site FCB, etc. Donc, il y a différents exemples de reconversion où on se rend compte qu'on peut, Maria en a parlé aussi ce matin, on peut faire jouer l'innovation, recourir à l'innovation, que ce soit en termes de gestion des eaux de pluie, de dépollution des sols, de nouvelles formes de travail. Voilà, ça peut être des lieux d'expérimentation en ce sens.
On est aussi dans des logiques de densification du tissu urbain à l'heure où on prône le zéro artificialisation des sols, donc dans du réemploi du bâti existant, avec des matériaux présentant des qualités qui peuvent aussi être mises en avant du point de vue des architectes, des propriétés, des volumes intéressants. Des implantations stratégiques en cœur de ville. On l'a vu avec Belfort, la ville historique qui est toute petite, et puis au fur et à mesure de l'urbanisation, ces sites industriels qui étaient à l'écart se retrouvent dans le tissu urbain, donc qui peuvent être réinvestis, ramener du commerce de proximité ou toute autre activité. La ville de Belfort, elle s'est développée grâce, alors ce contexte géopolitique terrible qui nous a fait perdre une partie de l'Alsace et de la Lorraine, mais qu'on a quand même su récupérer, a entraîné finalement le développement économique et donc démographique de Belfort, puisque entre 1800 et 1900, on a entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, on a multiplié par 8 la population. Donc, comme des villes, il y a d'autres villes dans ce cas-là, et notamment Lille, ou ces villes industrielles qui ont été suivies d'un boom démographique grâce à la population ouvrière. On est sur des logiques d'économie d'énergie grise également. Donc, finalement, l'ensemble de ces opérations témoignent de cette dialectique entre à la fois le patrimoine, mais en même temps une certaine forme de modernité, avec une préservation historique, mémorielle des espaces qui servent le développement industriel, économique, mais en même temps qui sont des supports historiques de la mémoire identitaire d'un territoire. Et en même temps, que l'on peut utiliser comme un levier d'action pour construire le territoire de demain. Donc c'est vrai que alors je vous ai mis là l'ouvrage que j'ai publié suite à mes travaux d'HDR, où j'ai travaillé sur ces nombreux cas d'études en m'intéressant aux usages exclusivement économiques. En fait, je suis partie de Technome pour savoir si en France, il existait des exemples similaires avec les paramètres que je vous ai donnés. Donc voilà, ces travaux ont été publiés dans cet ouvrage-là. Et pour finir, donc, comme l'indique dans son ouvrage Le projet local d'Alberto Maniaghi, on peut utiliser le patrimoine comme étant une ressource matérielle, mais aussi immatérielle à travers les savoir-faire, les hommes, etc. Mais en faire de la reconversion patrimoniale une source de développement territorial, économique, culturel, comme on l'a vu ce matin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.